suis venue jusqu'ici vous voir, dans cet endroit qui, on ne peut pas dire, soit un endroit formidable pour passer des vacances. Nous n'arrivons pas les mains vides. Nous arrivons avec quelque chose à vous proposer en échange de ce massacre, de cette boucherie et de cette tuerie. Monsieur Weber a trouvé des capitaux, les capitaux qu'il faudra pour installer une usine qui fabriquera de la fourrure synthétique. Et cette fourrure synthétique sera vendue dans le monde entier. Écoutez, c'est pas sérieux. De toute façon, quand elle parle de son usine de 1977, il n'y a jamais eu d'usine de fourrure synthétique aux îles de la Madeleine. Si on parle de pollution et de mauvaise utilisation de produits, je pense qu'on peut commencer par ça. Céline Hervieux-Payette, sénatrice canadienne, a toujours pris fait et cause pour les chasseurs de phoques. Deuxièmement, c'est qu'on a toujours dit, écoutez, c'est un petit nombre, ça coûterait pas cher, il faudrait qu'ils fassent autre chose pour gagner leur vie. Je regrette, là, mais dans le Grand Nord, élever des poulets, c'est pas tellement pratique. Et les carottes poussent pas beaucoup non plus. On a une sénatrice qui s'est occupée de nous défendre. Première fois dans l'histoire du Canada, je pense. C'est extraordinaire. Et puis j'espère qu'elle va continuer. Les gens de Terre-Neuve et des îles de la Madeleine, les chasseurs, les hommes, hein, les vrais, ne se voyaient pas troquer leur hack-pick puis leur couteau pour aller mettre de la pluche dans des bébés phoques. Pour Laurent Trudel, le retour à Blanc-Sablon est marqué par une prise de conscience douloureuse. Si Greenpeace a organisé une telle opération médiatique, ce n'est peut-être pas pour le bon motif. L'argent, le pouvoir et la politique semblent primer sur le sort des Blanchons. J'avais appris des choses qu'on ne m'avait pas mentionnées lors du début de l'expédition. Et puis, à un moment donné, j'ai entendu des membres de l'équipe dire cette valeur qui n'avait pas été blessée plus gravement, ça aurait fait de la bonne pub. Et là, je me suis remis en question par rapport à toute cette violence que j'avais vue, dont j'avais été témoin, et la façon avec laquelle on gérait l'esprit de la tactique de communication de certains membres de Greenpeace. J'ai eu des discussions avec David Garrick et Paul Watson là-dessus. Ils étaient en désaccord total. D'ailleurs, ils ont quitté Greenpeace peu de temps après. Moi, je me suis remis en question. Un an plus tard, la vie au contact des Inuits se charge de lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. J'ai accepté un poste d'enseignant dans le Grand Nord. Et la première épicerie que je me suis fait venir, elle avait transité par 3-4 aéroports à moins 30, alors tous les légumes étaient immangeables. Et puis, j'ai donc été initié à la chasse aux morses, aux walrus, à la baleine et aux phoques. Ça m'a rappelé que on est confronté à ces incohérences. Il faut éviter de condamner ou de juger son voisin trop vite. Avant de juger, mets-toi donc dans leurs souliers, porte donc leurs mocassins. Et j'ai trouvé que c'était une belle leçon. Donc j'étais reconnaissant. Laurent Trudel retourne à la musique, sa vraie passion. Paul Watson quitte Greenpeace pour créer l'organisation Sea Shepherd. En guise de cadeau d'adieu à Greenpeace, il accorde une entrevue radiophonique à la célèbre journaliste canadienne Barbara Frum. See, the seal is very easy to exploit as an image. We have posters, we have buttons, we have shirts, all of which portray the head of a baby seal with tears coming out of its eyes. Baby seals are always crying because they're always, the salt tears keep their eyes from freezing. But they have this image of they're baby animals, they're beautiful, and because of that, coupled with the horror of a sealer hitting them over the head with a club, it's an image which just goes right to the heart of animal lovers all over North America. Après la pause, les Blanchons, une proie facile pour les groupes animalistes.
Depuis 1964, les blanchons, les bébés phoques, sont les produits vedettes des organisations animalistes qui cherchent à amasser de l'argent pour financer leurs activités. Ces gens-là se sont mis millionnaires sur nos dos. Qui a fait de l'argent avec la chasse aux phoques? Les abolitionnistes. Puis on a complètement mis les gens en erreur sur ce qui s'est passé, qu'on est des barbares. Puis même encore aujourd'hui... On a toujours fait le constat qu'il y a beaucoup plus d'argent à faire protester la chasse aux phoques que chasser les phoques. La chasse aux phoques, dans les bonnes années, va ramener 30-40 millions. Puis les groupes anti-chasse, dont un en particulier, International Fund for Animal Welfare, ramasse au-dessus de 70 millions par année. Humane Society of the United States, au-dessus de 100 millions. C'est facile d'apitoyer le monde sur le sort des phoques parce que c'est à peu près le seul animal que tu peux aller flatter à la naissance sans que les parents veulent te manger ou bien qu'il soit caché à une place où jamais tu peux le trouver. Bien d'autres espèces sont plus menacées. Mais le charme des blanchons est irrésistible. C'est l'image du petit bébé inoffensif. Deuxièmement, c'est le sang sur la glace. Si c'était sur de l'herbe ou en forêt sur des feuilles, déjà, ça serait beaucoup moins dramatique parce que le contraste serait moins grand. Ça donne l'impression, évidemment, d'un carnage parce que vous voyez beaucoup de sang. En Europe, le regard triste et vulnérable du bébé phoque continue d'émouvoir les foules et son abattage de les scandaliser. Ben, j'en pense que c'est des gens de la ville, probablement, qui n'ont jamais été à la campagne puis qui n'ont jamais vu comment on tue un cochon ou comment on tue un veau. Quand on a vu saigner un cochon pour faire du boudin, et je trouve que nos Européens sont bien hypocrites parce qu'à toute fin pratique, ils ont des abattoirs comme nous. En 1983, l'Union européenne interdit le commerce des fourrures de blanchons. La réputation du Canada est de plus en plus entachée par cette campagne animaliste qui dure depuis 20 ans. En 1984, le gouvernement canadien met sur pied une vaste commission d'enquête sur la chasse aux phoques, la commission Malouf. Nous ne pouvons plus continuer à abattre les phoques dans cette quantité parce que la machine n'existe plus. Ça rappelle des souvenirs, hein, parce que c'est moi, avec d'autres personnes, qui a été obligé d'annoncer en public, ou dans une réunion publique ici aux chasseurs, que la chasse aux blanchons était terminée. Et ça fait beaucoup de peine aux gens parce que pour eux, c'était une perte économique, une tradition. À la suite de la commission Malouf, les chasseurs conservent le droit d'abattre des phoques. Mais des phoques sevrés de plus de 20 jours, alors que leur fourrure a changé de couleur. La grosse question, puis c'est ce que Malouf avait recommandé, c'est qu'un phoque qui est encore avec sa mère, qui n'est pas sévré, c'est une chose, il est très vulnérable, puis il y a encore un lien de parenté, mais à 12-15 jours, la mère abandonne le jeune. Et là, rendu à 25 jours, là où on appelle ça un phoque brosseur, il est capable d'aller dans l'eau, il est capable de nager, il est capable de se nourrir. Ça fait que là, on pourrait considérer qu'il est une espèce d'un animal sauvage indépendant. Ça fait qu'il a quand même juste 25 jours, mais il a quand même atteint ce statut-là. Ces images de choc, achetées d'un pêcheur canadien pour 1 000 $, sont au cœur de la campagne pour mettre fin, une fois de plus, à la chasse aux phoques. Aussitôt, les animalistes protestent. Pour eux, un phoque de 20 jours est toujours un bébé phoque. La campagne sera émotive. I'm sorry, I mean, I was watching the reality of something that is totally barbarous. C'est la raison pour laquelle ils continuent d'utiliser des photos de blanchons pour amasser de l'argent. Je ne veux pas faire de procès d'intention, mais objectivement, vous savez, c'est la campagne la plus payante des grands groupes animalistes. Et vous avez vu dans la conférence de presse, devant les députés anglais, il y avait un blanchon. Alors qu'on ne les tue plus, les blanchons, on ne les chasse pas. C'est de la désinformation. On joue sur des émotions pures parce que c'est payant. Et mais moi, je trouve que c'est de la démagogie pure. Cette guerre risque aujourd'hui de se terminer, faute de combattants. Depuis 2 ans,
il n'y a plus de banquise dans le golfe du Saint-Laurent. Et pas de banquise, pas de phoques, pas de chasseurs, ni de militants anti-chasse. Moi, j'ai regardé des cartes des glaces pendant 30 ans de temps et j'ai parlé des chasseurs qui chassaient 30 ans avant et des années comme avec aucune glace du tout, comme l'année passée, c'est du jamais vu. À court terme, s'il fallait que les glaces disparaissent à cause des changements climatiques, oui, il y a une menace pour l'espèce. Mais c'est pas la chasse qui est le problème. J'aimerais bien voir la tête des députés anglais si M. Davis disait maintenant, il faut fermer Jaguar, il faut fermer Rover et il faut fermer Mercedes. Alors que c'est le vrai problème. Et s'il y a une menace, tous les indicateurs scientifiques nous le disent, c'est le problème de reproduction qui s'en vient, faute de glace. À part les souvenirs et les vieilles images, voici donc une histoire qui se termine mal pour les chasseurs de Blanchon. Quant aux phoques du Groenland, nous n'en sommes pas là. Le troupeau atteint les 9 millions de têtes, un sommet historique. Mais pour combien de temps? La disparition progressive des phoques et des stocks de morues a durement touché les pêcheurs de la région. Ironiquement, là où se trouvait la banquise, on projette d'installer des plateformes pétrolières pour nos voitures.